Ouais, alors, je dois préciser que, bon, j'interviens ici, je suis bien sûr docteur ingénieur en génie civil de l'École nationale des ponts et chaussées de Paris, mais j'interviens ici plus comme un citoyen, euh, un peu plus averti que les autres, parce que depuis que je suis sorti en tant que docteur ingénieur, j'ai surtout travaillé dans l'informatique. Mais néanmoins, je connais suffisamment le sujet et, à vrai dire, on n'a pas vraiment besoin d'être sorti de grandes écoles avant de savoir ce qui se passe à propos de ce pont. Alors, à propos de ce pont, quel est son état? Alors, Quelle évaluation vous avez alors fait? aujourd'hui, on peut dire déjà que les travaux qui avaient été initiés sont complètement, on peut dire que c'est déjà recommencé. Mais le plus grave, c'est que le pont ancien est actuellement attaqué. Donc ce pont risque de s'effondrer. Risque d'effondrement. C'est un risque d'effondrement puisque bon? les soubassements du pont sont attaqués. Et je pense que le gouvernement peut-être lui-même est très conscient de ça puisque il a suspendu l'utilisation normale du pont. Aujourd'hui, quasiment, les voitures ne passent plus. Oui. Il n'y a plus que les piétons et éventuellement les motocyclistes et les cyclistes. Donc, je suppose que le gouvernement lui-même, il est bien conscient qu'il y a un réel danger par rapport à ce pont. Vous avez dit les soubassements sont attaqués. C'est les causes fondamentales ou il y a d'autres causes également qui sont à l'origine du mauvais état de ce pont aujourd'hui? La cause principale, c'est la manière dont le nouveau pont, la construction du nouveau pont a été abordée, puisque on a décidé, je ne sais pas qui a pris cette décision, de réduire l'espace qui relie les deux bassins. Le bassin qui se trouve du côté, disons, Glidji et le quartier Badji, qui va vers le lac Togo, et le bassin qui va vers la frontière du Bénin. Ces deux bassins étaient reliés par un espace sur lequel il y avait l'ancien pont. Je ne sais pas pour quelle raison il a été décidé donc de réduire cet espace-là. Donc, du coup, on a créé un effet entonnoir. On a réduit donc l'écoulement. Jusqu'à présent, en tout cas, tous ceux qui ont vécu à Néros savent très bien que ces deux bassins sont reliés par cet espace-là et de manière paisible, qu'il y ait crue ou pas, de manière paisible, il y a un effet de vase communicant entre ces deux bassins et qui ne posait jamais aucun problème. La réduction de cet espace a eu pour conséquence le débit vers le bassin Glidji, Badji et vers le lac Togo. Ce débit-là est nettement inférieur par rapport au débit d'eau que les crues du Mono amènent dans le bassin du côté de Messankondi. Donc, conséquence, il y a un effet entonnoir qui a eu pour conséquence de transformer notre paisible baga en un torrent. C'est ça, en fait, qui a été la cause, puisque, comme c'est normalement, quand l'écoulement est paisible, il n'y a pas de problème. L'écoulement étant devenu torrentiel, la conséquence, c'est que ça ronge. Ça ronge non seulement les nouveaux travaux qui sont en cours, mais ça ronge aussi l'ancien pont, les soubassements de l'ancien pont. Là, vous abordez les risques, donc ces risques-là, ou les conséquences immédiates, c'est ça. Et est-ce qu'il y a d'autres conséquences quand on regarde aujourd'hui et quand on marche sur ce pont? Ah non, alors, quand on marche sur ce pont, il y a, disons que tant que c'est des poids aussi faibles que les poids d'êtres humains, disons que c'est relativement... Le pont peut encore servir si on y va à pied. Mais à partir du moment où on veut circuler avec des véhicules généralement chargés, parfois même des poids lourds, il est évident qu'aujourd'hui, ce pont ne pourra plus supporter. Alors, en ce moment, on est en train de renforcer donc, les soubassements de ce pont avec des granites. On espère que c'est provisoire. Mais qu'est-ce que l'on doit faire dans l'urgence? Est-ce que c'est la meilleure formule? Vous êtes intercriticien en la matière. Non, là, ce qu'on peut dire, ce qui est en train d'être fait, c'est-à-dire avec les granites qu'ils mettent, ça va avoir uniquement pour conséquence de ralentir l'effritement que l'écoulement torrentiel produit sur les soubassements du pont. Il y aura un ralentissement, mais il n'y aura pas une annulation.
Donc, peut-être que ça donnera juste le temps au gouvernement, ou en tout cas ceux qui sont en charge de construire ce pont, de pouvoir faire les travaux permettant donc de remplacer le pont. Et je pense que de toute façon, même l'ancien pont devra être remplacé. Ça veut dire que malgré ce travail, il n'y a pas d'assurance. Ah non, il n'y a aucune assurance. Non, maître, écoutez, si il y a un torrent qui enlève le sable, qui enlève tout ce qu'il y avait avant, qui permettait à un pont d'exister, si cet élément-là, ce torrent enlève les choses, et vous vous contentez de déposer du granit, ça ne peut pas remplacer ce qui permettait au pont d'avoir la force nécessaire de supporter le poids. Est-ce à dire que les techniciens qui officient actuellement au niveau de ce pont de Zébé n'ont pas vu ce danger l'avenir lorsque on a entamé les travaux? Alors vous savez, le problème est que parfois les gens prennent des décisions un peu hâtives, hein, sans forcément envisager l'ensemble des conséquences. Alors, dans le cas présent, il est probable, je ne connais pas, hein, parce que je n'ai pas eu à interviewer les gens qui sont en charge de cela, il est probable que les gens avaient eu une idée. On va réduire l'espace entre les deux bassins pour réduire donc la longueur du pont, c'est-à-dire pour faire des économies. Mais lorsqu'on veut contrarier la nature, on devrait normalement faire les études les plus poussées pour savoir quelles pourraient être les conséquences. Hein? Et puis souvent, on a besoin de l'avis des autochtones, c'est-à-dire les gens qui vivent là-bas et qui savent comment le système naturel fonctionne. Et si ce n'est pas le cas, on risque de se trouver dans des situations assez dramatiques. Alors, il ne faut pas accabler les techniciens. Hein. Ça arrive, même à de grands ingénieurs, de faire des erreurs grossières. D'accord? Simplement parce qu'ils n'ont pas pris les précautions de départ ou ils n'ont pas interviewé des autochtones pour savoir exactement comment fonctionne le système naturel. Et c'est probablement ce qui s'est passé. Voilà, vous êtes ingénieur en pont et chaussée. Quelle est la meilleure formule aujourd'hui pour pallier à ce danger qui est là? Alors, moi, si je devais donner un conseil, d'abord, ils doivent oublier le fait de réduire l'espace qui relie les deux bassins. Ils doivent oublier ça. Et comment dire? Donc ça veut dire construire un pont beaucoup plus long? Non, en tout cas, au moins aussi long que celui qui y avait avant. Puisque l'espace qu'il y avait avant n'avait pas les dangers que nous connaissons aujourd'hui. Nous qui sommes les natifs du coin, nous avons vécu longtemps à Anéro, et il y a eu des crues, hein, des crues phénoménales. Et on n'a jamais eu ce phénomène-là. Alors, je dois préciser une chose. Il est probable que le phénomène a été amplifié par le fait que nous avons désormais une embouchure permanente. Parce qu'avant, on n'avait pas d'embouchure permanente. La liaison entre... il y avait un banc de sable qui séparait la lagune de la mer. Ce qui fait que pendant les périodes de crue, l'eau s'accumulait, mais ça montait jusqu'à un niveau inacceptable. En ce moment-là, on faisait artificiellement une embouchure. Et donc, l'eau s'écoulait tranquillement, etc., pour aller de l'autre côté. Maintenant, on a une embouchure permanente, ce qui fait que la crue venant du Mono, automatiquement, il y a un débouché. Ce qui fait que le courant peut circuler. D'accord? Le courant peut circuler. Et si en plus, vous réduisez l'espace dans lequel il doit passer, ça devient torrentiel. D'accord? Et donc, c'est ce qui s'est passé. Une étude de faisabilité a marqué entre-temps. Alors, concrètement, pour moi, il faut au moins un pont aussi large que ce qu'il y avait avant, sinon même plus large. Parce que il ne faut pas contrarier tout le temps la nature. Au Togo, on a l'habitude, tout ce qu'on sait faire, c'est d'assécher, c'est de réduire. Hein? À chaque fois, ça a été une catastrophe, l'assèchement qu'il y a eu à Néro. Parce que les gens ont oublié. C'est pour ça que quand on décide là, il faut faire des études. Les gens, sans faire d'études, ils ne savaient pas, parce que ce ne sont pas les natifs du coin, ils ne savaient pas que là, là où ils ont asséché là, c'est l'endroit où la faune de la lagune se reproduisait.
Vous voulez parler donc de l'espace Boka? Boka, oui. C'est Boka. Boka, quand nous étions jeunes, et puis il faut poser la question aux vieux de Zalivé, de Glidji, de Zola. Ils vous diront que même lorsqu'il n'y a rien à trouver ailleurs, vous prenez avec vos filets là, vous venez sur l'espace qui est devenu Boka là, vous rentrez toujours, vous trouvez quelque chose à donner à vos enfants à la maison. Et sans études, on décide d'assécher cela. Et si aujourd'hui, cette lagune-là n'a plus autant de poissons, c'est en partie à cause de ça. Parce que la faune qui se produit, qui y a dans cette lagune, se reproduit non pas dans les espaces de profondeur. Ça se reproduit dans les espaces que nous appelons dans notre langue Eke, Ekeji, hein? Alors, en tout cas de faible profondeur. C'est dans les espaces de faible profondeur que ces éléments se reproduisent. Que ce soit les crabes, les crevettes, le poisson, tout ça là, ça se reproduit dans des espaces de faible profondeur. Et c'est ce qui était ici entre le pont et le marché. D'accord? Et je répète que nous n'avions pas de problème d'espace. Hein. On n'avait pas de problème d'espace pour construire un marché. Ça a été une décision politique en fait. Hein, il fallait dire qu'on fait quelque chose. Et donc, sinon, attends, à Néron ne manque pas de terre. Hein. Donc, bon, bref, on décide, sans études, on décide de faire des choses du genre, je réduis l'espace entre les deux bassins de la lagune d'Anéron, et voilà que ça se transforme en torrent. Voilà. Monsieur Lonson Draquet, est-ce que nous ne comprenons pas ici à Néron, beaucoup ont apprécié plutôt la façon dont on a séché donc cet espace-là, Boka, qui sert aujourd'hui à quelque chose. Mais du regard de technicien que vous êtes, vous estimez que ce n'était pas une bonne décision. Ah oui, mais absolument. Mais attendez, les gens considèrent que c'est une bonne chose. Pourquoi? Ils avaient une lagune avant, et il faut dire une chose, c'est peut-être les gens de la jeune génération qui considèrent que, ah oui, il y a un espace là-bas, et d'ailleurs, moi je ne sais pas ce qu'ils en font. Hein. Je dis qu'ils auraient pu en faire un jardin au centre-ville là, un jardin organisé, etc., où les gens pourraient aller faire les promenades, des choses de ce style. Bon, mais laissons ça de côté. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que la nouvelle génération, ne sachant pas à quoi servait cet espace quand elle était encore lagune, peuvent dire, ah ouais, c'est un espace sur lequel on peut faire ceci ou cela. Mais cet espace nourrissait la ville. Elle nourrissait la ville. Et non seulement la ville, je vous dis, les vieux de Zalivé. Parce que moi, pour avoir l'information, parce que moi je vivais là, hein, et je savais que, mais nous, quand on était petits, il suffisait de sortir de notre maison, vous prenez des branchages de cocotiers, vous laissez dans la lagune. Au bout d'une semaine, vous venez, vous tirez ça, la faune que vous tirez, en crevettes, en crabes, en poissons, etc., mais c'est inimaginable. C'était inimaginable. Donc, si on avait interrogé les gens, les autochtones, pour leur demander, eh bien, ils vous diront qu'il ne fallait absolument pas assécher la lagune d'Anéron. Il ne fallait pas. Merci. Alors, Tony Marcel, Phil de Savi, Justin Anani, Yves Cusson, Enes Rodanoussa. Nous sommes en studio avec M. Lawson Draquet, médecin, notre invité. Il est docteur ingénieur en génie civil de l'École nationale de Ponts et Chaussées de Paris.